Mesdames, ce jour-là, tu te souviens, on avait mis des vêtements aussi inconfortables qu'on imaginait que serait la situation. Perso, j'étais entrée avec la tête qui, enfin je croyais, me donnait l'air d'une vraie adulte, c'est-à-dire lèvres pincées, sourire figé et nuque raide façon torticolis post-l'exorciste. J'étais cramponnée à ma veste, dont j'avais bien pris soin de cacher l'étiquette, et quand on me l'a prise, j'ai compris ce qu'avait dû ressentir Léo dans Titanic, accroché à un bout de bois au milieu de l'Atlantique. Moi, je m'étais plutôt imaginé des gants blancs immaculés partout, des cloches en inox et pourquoi pas quelques courbettes en queue de pie. Un peu comme quand les Américains jouent le cliché du restaurant parisien, tu vois. J'hyperventilais rien qu'à l'idée de la ribambelle de couverts qui devait m'attendre sur la table. On commençait par quoi encore ? L'intérieur ou l'extérieur ? Et le verre-ballon, c'était pour le rouge ou pour le blanc ? Et où est-ce que je suis censée mettre cette serviette gigantesque ? Ou alors est-ce que c'était un chemin de table ? Oh mon Dieu, mais est-ce qu'on allait en sortir vivante ? mesdemoiselles, la mise en bouche. Pétoche en chair de poule, farcie à l'imposture et son jus de champagne embarrassé. C'était notre premier resto gastronomique, ça avait duré des heures et on n'était clairement pas prêtes. Mais peut-être pas dans le sens qu'on pensait en fait. Parce que si Netflix et sa série documentaire Chef's Table nous avaient bien appris un truc, c'est que la gastronomie a plusieurs visages et que c'est pas forcément toujours celui d'un prof d'Oxford à la retraite. Ouais, depuis plusieurs années, les grandes tables du monde se popularisent et se démocratisent, alors que la moyenne d'âge des gourmets fait un plongeon. Mais à quel prix ? Et puis d'où ça vient, au fond, cet intérêt pour la gastronomie ? Et puis ça fait quoi d'avoir moins de 30 ans et de travailler pour les plus grandes tables ? Et finalement, la cuisine fine, est-ce que c'est toujours un truc de vieux ? Mais pourquoi tu chuchotes ? Je sais pas moi, pourquoi on parle tout bas dans un restaurant étoilé ? Vous dégustez Salade Tout, le podcast qui cuisine le monde de la bouffe et notre société. Art de la table, secret des fourneaux, sociologie du bistrot, on vous propose de tailler un bout de gras sur ce qui se trouve dans votre assiette et tout autour. Je suis Elisabeth Debours. Et je suis Axel Mine. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. Ma toute première table, c'était... j'ai commencé très fort. C'était l'assiette champenoise d'Arnaud Lallemand, donc 3 étoiles à Reims. Évidemment, j'étais invitée. J'étais plutôt assez euphorique. Après, extrêmement mal à l'aise, parce que du coup, je ne comprenais pas encore grand-chose à tout ce qu'on me proposait, à tout le côté service 3 étoiles, accueil et autres. Et mon vrai souvenir, c'est sur un vin qu'on m'a servi, dont la bouteille coûtait environ plus que mon salaire annuel. Et que j'ai voulu recracher en demandant si on pouvait me l'échanger contre du liquide parce que ça paierait mon loyer, ce qui me ferait du bien à la fin du mois. Donc, j'ai plutôt été choquée par l'ostentatoire et mon souvenir reste plus sur le coût que sur le goût, ce qui est aujourd'hui assez triste. Les tout premiers contacts que j'ai eus avec la gastronomie, c'est quand j'avais 6 ou 7 ans. On allait avec ma grand-mère, toute la famille, dans des restos 8, 9, 10 services, parfois plus. Et à l'époque, c'était un peu inutile d'y aller à mon âge parce que moi, je me rendais pas compte ni du prix, ni des saveurs. Souvent, j'avais juste envie de manger un spaghetti bolo. Alors le premier souvenir, c'est peut-être pas le premier, mais le premier qui m'a vraiment marqué, c'était un restaurant à Shanghai qui s'appelait El Willy, si je me souviens bien. Donc c'était un restaurant 1 étoile le long du Boon. Et c'est vraiment les meilleurs souvenirs que j'ai eu dans la restauration. En tout cas, le premier, c'était là-bas. Mais il nous avait amené, je me souviens, un bête toast avec une petite tranche de saumon. Donc on était un petit peu choqués dans le sens où on se disait, on paye quand même cher. Et c'était un simple toast avec du saumon. Et au final, juste en mangeant ça, c'était incroyable. C'était un toast finalement avec de l'air à l'intérieur où ils avaient injecté une huile à la truffe. Et dans le saumon, il y avait aussi autre chose, mais qu'on ne voyait pas. Donc en mangeant tout une fois, c'était juste dingue. J'allais avec des amis pour un anniversaire et j'étais vraiment en jeans. Enfin, j'étais vraiment pas du tout présentable pour l'histoire. Et je connaissais pas le chef, je connaissais pas la réputation et s'il était encore dans sa partie un peu moléculaire, mais c'était exceptionnel. Enfin, je pense que à ce moment-là, j'étais déjà à l'école hôtelière, mais ça m'a vraiment poussé faire des restaurants plus raffinés avec des étoiles et vraiment quelque chose d'un peu plus élégant. Betty, Margot, Paul-Antonin et Barbara auraient pu être nos voisins de table. Ils ont entre 22 et 34 ans et pour le coup, c'est important. Très souvent, voire tous les jours pour certains, ils passent la porte d'une bonne table. Ils vont y dépenser leur salaire ou y travailler, mais quoi qu'il arrive, ils vont y manger. Pour eux, comme pour un paquet d'autres millennials, vous savez, cette catégorie d'enfants chéris du nouveau millénaire qui ne font rien comme les autres, la bouffe, c'est la vie. Un vrai sujet qui mérite sa place à table.
L'entrée. Coquelet en pâte aux oignons jaunes, sa réduction de blanc-bec, accompagnée de légumes printaniers et croustillants de genottes. Entre 18 et 34 ans, ils font partie de cette catégorie qui tourne le dos au bolo de maman et mange le moins chez elle le soir. C'est une récente étude de Food Service Vision qui le dit. Et quand ils sortent dîner dehors, pour ces adultes qui se sont débarrassés du stress de satisfaire leurs besoins vitaux, plus de la moitié du temps, c'est pour se faire plaisir. Allez hop, petit cours de sociaux, et c'est le sociologue de l'alimentation Claude Fischler qui tient un crachoir. Dans son livre Primer l'omnivore, il expliquait déjà en 1990 que quand notre niveau de vie augmente, la part de nos dépenses consacrées à la nourriture de base diminue, mais qu'en contrepartie, la consommation haut de gamme augmente aussi. En clair, à quoi bon manger 50 paquets de pain de mie quand on peut s'offrir une assiette de bœuf wagyu? C'est le propre de l'omnivore, dès qu'il en a les moyens en tout cas. Et dans le genre, Betty Marais est un modèle d'épicurisme. Il n'y a pas un mois qui passe sans qu'elle ne goûte au plat d'un gigantesque chef de la planète comestible. Alors, il faut savoir que j'ai jamais voulu entrer en contact avec la gastronomie. Bien au contraire, j'ai cherché pendant des années à la fuir. J'ai eu, adolescente, énormément de problèmes avec la nourriture en général. Donc, suivi pendant quelques années avec l'anorexie et boulimie. Et donc, je travaillais dans le cinéma. En fait, une agence d'événementiel pour laquelle je travaillais en cinéma m'a demandé de donner un coup de main sur un autre de leurs événements. Et c'était un festival de cuisine, ce qui représentait pour moi environ l'enfer. Et on m'a dit que comme j'étais en logistique, j'allais gérer la logistique de la cuisine. Donc on allait m'enfermer pendant 5 jours dans une cuisine avec énormément d'aliments. Donc j'ai réellement pensé que quelqu'un cherchait à me torturer. Et donc j'ai été enfermée dans une cuisine pendant 5 jours avec les 20 chefs qui faisaient ce qu'on commençait à appeler la jeune cuisine. C'était il y a 12 ans. C'était les premières années d'Omnivore au Havre. Omnivore était un vrai chamboulement pour moi parce que j'ai été obligée de goûter et je me suis en fait rendu compte que ce pourquoi je luttais depuis 6 ans était en fait ma vraie religion. C'est-à-dire que en l'espace de quelques jours, j'ai découvert que plutôt que me faire du mal, ça me faisait énormément de bien. Et j'ai commencé à vouloir en savoir de plus en plus. Et donc Omnivore a été une sorte de pas découverte, mais oui, enfin c'est genre une première fois de dingue avec tout le monde où on t'apprend, on te dit énormément de choses et tu goûtes énormément de produits cuisinés par les plus grands du monde. C'est littéralement ton premier vrai repas. Ce que je cherche dans un restaurant, c'est la capacité de me faire oublier qu'il y a un extérieur. Je veux juste profiter du moment, être à table, manger bien et bon et me faire du bien en partageant réellement quelque chose qui me sort de là où je suis. J'oublie, je souffle et je mange. C'est marrant parce que Betty est des deux côtés du miroir. À la fois vraie amoureuse de la gastronomie et relais des chefs, foodie et communicante. Le profil rêvé à l'heure où ces hommes et ces femmes, longtemps cachés dans leur cuisine et connus de seuls quelques palais fins, et franchement privilégiés, ne semble plus pouvoir exister que sous le feu des projecteurs. Et c'est exactement ce que Betty fait comme boulot. Les pousser sur le devant de la scène pour faire voir à quoi ressemble la gastronomie en chair et en os. Et maintenant, mesdames, pour casser la croûte, la fameuse soupe aux truffes noires VGE. Et avec Betty, les journaux, les magazines et les émissions culinaires ont starifié les chefs. Ils les ont personnifiés. Ils ont fait d'eux nos potes de comptoir, mais de l'autre côté de la télé. On ne va plus manger au Louis 345, on va manger chez Isabelle Harpin. On sait que Gordon Ramsay jure comme un charretier, que David Chang est dingue de pizza Domino's et que Michel Saran a la larme facile. Pas sûr, par contre, qu'on se souvienne du nom de leur resto. Et je sais pas si t'es au courant, mais le premier petit malin qui a pigé l'astuce, c'est Paul Bocuse. C'est le célèbre chef français qui a inspiré le mouvement de la nouvelle cuisine dans les années 70 et qui, ouvrez les guillemets, avait saisi l'opportunité d'exister au-delà du simple fait culinaire. En gros, Paul Bocuse a vraiment fait du bon boulot pour sortir les chefs de l'anonymat des cuisines et leur donner un tout autre statut. Paul Bocuse, quel magnifique poisson. Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, ce poisson, c'est un bar. Ou alors, chez nous, dans le Midi, c'est un loup. Oui, mais c'est toujours le même. À peu près. Au fond, quand il pense, ce fanatisme autour des chefs est très proche de la manière dont on idolâtrait les boys bands dans les années 90. Un certain savoir-faire dans le déhanché et une grosse promo tout public. J'avoue, j'étais en pamoison devant Nick Carter des Backstreet Boys, mais aujourd'hui, je veux qu'on me serve Alex Atala sur un plateau et plus vite que ça. Béotien à la broche, œuf au plat et petits pois au micro-ondes. Bon appétit. Ouf, moi, Justin Timberlake, les nouilles lyophilisées en guise de perruque, ça a jamais été mon délire. Pareil pour la grande bouffe, certains jeunes y sont encore complètement imperméables malgré les sirènes des médias.
Prends Amaury par exemple. Il m'a scotché le jour où il a lancé qu'il attendait avec impatience l'arrivée de pilules nutritives pour se débarrasser du fardeau qui était manger. J'aime bien manger, mais j'en fais pas tout un plat. Si je peux filer la métaphore, tu vois. Pour moi, le fait de manger, c'est un moment agréable, exactement comme de prendre une douche. Mais quand je sors de ma douche, je commence pas à dire à tout le monde « Putain, cette douche, les gars, elle était vraiment incroyable. » À un moment, j'ai commencé à monter la température. Il y avait plein de fumée autour de moi. Enfin, je me suis mis du savon à un moment, mais t'imagines même pas l'odeur du savon. Enfin, c'était exceptionnel. Personne fait ça, tu vois. Donc moi j'ai le même rapport avec la nourriture, genre j'apprécie un bon petit plat et tout ça, j'ai mes goûts personnels évidemment, mais je commencerai jamais je rentre jamais en extase en tout cas, ça c'est clair. J'ai déjà été dans un restaurant gastronomique, mais je vois pas, je comprends pas le délire en fait. J'ai déjà pété un câble en me faisant inviter évidemment par mes parents dans un restaurant où ils faisaient de la cuisine moléculaire. Et le truc est à 25 balles et tu te retrouves avec deux petits pois lyophilisés dans ton assiette et apparemment c'est une cascade de goût et de ça. Moi je ne dis pas que c'est du mensonge, tu vois. J'ai juste pas la papille fine quoi. Si on peut mettre un parallèle avec l'oreille fine ou quoi, je ne saisis pas les différentes notes. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression vraiment qu'on m'arnaque. Mais moi, ça m'oppresse vraiment de voir que finalement tes plus bas instincts, entre guillemets, sont séquestrés dans un petit espace clos où tout le monde doit être parfaitement guindé, enfermé dans un registre de code bien strict. Et c'est quelque chose qui m'oppresse vraiment énormément au niveau de l'atmosphère, quoi. À l'exact opposé d'Amaury, il y a Margot. Elle a commencé à aller au resto très tôt, d'abord avec son père, puis petit à petit avec ses amis ou son compagnon. Aujourd'hui, à 28 ans, elle a déjà quelques belles tables à son actif et considère ses expéditions culinaires comme un véritable hobby. Ce qui me donne envie de vivre une expérience gastronomique, c'est évidemment les plats, les saveurs, ça doit être vraiment original. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça doit être original. Et l'ambiance. L'ambiance doit être pas trop guindée, si possible. À mon avis, il y a un seul code lorsqu'on va manger une belle table, c'est d'oublier le fait qu'il pourrait y avoir des codes. Juste ne pas se poser la question d'un code. La cuisine peut réellement offrir quelque chose d'extrêmement intense et puissant en termes d'émotion, mais pour cela, il faut être apte à le recevoir. Et il y en a pas si on se demande si on fait bien les choses. Enfin, globalement, on peut mettre ça dans des relations très intimes, mais c'est la même chose. Si on veut profiter pleinement de ce qu'on reçoit, vaut mieux pas savoir à quoi on ressemble, ou est-ce qu'on se tient bien, ou est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas. Et juste y aller de manière 100% naturelle. Le service est là pour faire en sorte que notre manière de se comporter peut bien se passer à table. Ok, donc on laisse tomber les chuchotements gênés au resto, ça n'a jamais permis de mieux goûter les plats. Les gants blancs et les manteaux de fourrure, pareil au vestiaire, voire aux oubliettes. Et les courbettes, merci, mais non merci. Parce que je sais pas toi, mais ce qui avait fini par me détendre et véritablement apprécier mon premier repas sans 32 services, ça avait été le sourire de Jean-Luc, le maître d'hôtel. Détendu, il avait ri à une de mes blagues, ou alors il avait vraiment bien fait semblant. Puis il avait répondu à toutes mes questions, même celles qui montraient que j'étais bel et bien une noob du gastro. Finalement, j'avais pigé que j'étais pas venue pour l'impressionner. Ça, c'était le rôle de mon assiette. Nous, on avait juste pour mission de passer un bon moment ensemble. La pièce maîtresse, sourire d'agneau sous cloche sur un plateau d'argent. Dans le genre décontracté, il y a le Noma, pourtant nommé à 4 reprises meilleur restaurant du monde. Un article du site Munchies raconte leur manière super particulière d'accueillir un client. Quand un client entre dans le restaurant, tous les serveurs et cuisiniers lâchent ce qu'ils sont en train de faire pour venir le saluer. Le chef René Redzepi appelle ça le Big Hello. C'est censé mettre les clients directement dans le bain et rendre les choses beaucoup moins coincées. J'aime bien cette idée qu'on puisse finalement faire ce qu'on veut dans un restaurant gastronomique. Parce que c'est une manière pour le resto d'apposer une signature, pas seulement dans l'assiette, mais aussi dans l'ambiance générale de ce genre d'expérience. C'est probablement pour ça qu'a été choisie Barbara depuis peu à la tête de la cave du 2 étoiles L'Air du Temps. Parce qu'à 29 ans, elle est super calée en vin, mais aussi parce qu'elle incarne hyper naturellement un service pointu, mais pas pour autant coincé. Je sers les personnes de la même façon, peu importe leur âge, peu importe leur origine. Je pense juste que c'est du feeling. Donc, on sent une personne avec laquelle on doit être plus réservé, et une personne avec laquelle on peut plaisanter, une personne avec laquelle on peut poser des questions, intervenir dans la conversation, et d'autres où pas du tout. Ils sont juste là pour passer leur moment ensemble et on n'a pas à intervenir. Ça, c'est vraiment une question de feeling et de ressenti.
Moi, j'aime beaucoup quand les services sont vraiment un peu rock'n'roll, qu'on peut prendre le temps de parler avec le client, de plaisanter avec le client, parce que on pense toujours, on a vraiment cette image de service un peu gastronomique, un peu coincé, où on doit absolument être en cravate, absolument servir avec des gants blancs, enfin tout un protocole. Effectivement, il y a des règles à respecter pour que ce soit élégant, mais après, je pense que c'est tellement important de prendre le temps pour le client, de pouvoir lui parler, de plaisanter. Enfin, moi, je verrais vraiment un service assez décontracté, tout en respectant certaines règles, mais allez, on respire un peu. Et maintenant, le plat de résistance. Anguille au biais vert fumé au blé, petit picaillon sauté, sauce à l'oseille. Peut-être qu'un jour, on se sentira vraiment comme à la maison, jusqu'au moment de voir défiler les plats. Ouais, mais pour l'instant, quand on passe à la caisse, ça reste quand même là qu'on voit la différence avec le resto de burger du quartier. Bah ouais, qui dit expérience gastronomique dit bien souvent addition astronomique. Alors, certains laissent tomber, mais d'autres, pour se l'offrir, économisent et l'intègrent totalement à leur budget. Bah moi, je m'organise avec mon budget en partant du principe que ça va faire partie de mes dépenses. Et donc, je sais qu'il y a, je sais pas moi, 5 ou 10% de mon salaire qui va partir au resto. Voilà, je le sais d'avance. Et en fait, c'est même pas que je le sais d'avance, c'est que je dois même pas calculer. J'ai l'impression que ça vient naturellement. Qu'en fait, je me pose même pas la question avant d'aller au restaurant si est-ce que j'ai l'argent ou pas. J'y vais et après, je vais dire, je rééquilibre avec le mois d'après ou avec ma visa, quoi. Ça dépend un peu. Je suis toujours dans un équilibre. Je dis pas que j'ai pas d'économie à côté, mais que clairement, entre mettre 4 000 € de côté et en prendre 400 pour aller au resto, je prends les 400, quoi. Donc, alors évidemment, on n'a pas encore fait des services avec nos salaires de jeunes. On n'a pas encore fait des services qui nous coûtaient 600 € par personne, mais on a déjà pu aller à des additions de 400 € pour deux, quoi. Donc c'est un budget, c'est clair, mais pas dépensé inutilement. C'est une table que tu vas partager avec une autre personne qui est prête à mettre autant d'argent dans ce type d'expérience. La plupart de mes amis qui ne sont pas dans ce milieu-là, ils ne comprennent pas. Donc généralement, quand j'ai vraiment envie de vivre une table avec un ami, parce que je me dis mais ça va tellement lui parler, c'est mon cadeau d'anniversaire. Parce que je peux pas leur demander de mettre autant d'argent. Soit on sait autour de nous qui sont les personnes qui soit peuvent économiser, soit ont les moyens de se l'offrir. Et honnêtement, c'est l'idée qui me dérange le plus, de me dire que je dois sélectionner ma table par argent. Pour moi, on peut déjà goûter à la gastronomie. Avec un petit budget, il y a quand même pas mal de restaurants qui proposent de très très belles choses. On va pas manger du caviar ou des produits qui coûtent très cher, mais on va goûter des produits plus simples, mais très très bien travaillés. Pour moi, c'est aussi de la gastronomie. Lui, c'était Paul Antonin, le chef du restaurant Otap à Bruxelles. À même pas 21 ans, il a ouvert sa propre table où on peut manger des plats à partager, mais qui ont alors vraiment rien à voir avec des tapas de la Rambla. Pour lui, c'est évident, si les jeunes n'en vont pas autant au restaurant qu'ils le voudraient, c'est bien pour une raison de budget. C'est peut-être entre autres pour ça qu'il s'est dirigé vers la bistronomie, soit de la contraction de bistrot et de gastronomie, plutôt que vers le parcours classique des stages dans des grandes maisons. Pour poursuivre, burrata simplissime et son parfait salé. L'idée, et elle est de plus en plus partagée dans le milieu, c'est qu'on peut faire de la bonne, de l'excellente cuisine même, tout en faisant simple. L'essentiel pour Paul Antonin, du coup, c'est d'avoir pas mal de créativité et surtout un sacré réseau de fournisseurs. Bref, de connaître les bons plans et d'en faire profiter les clients. Ailleurs en Belgique, d'autres chefs prennent des initiatives et imaginent des lunchs spécialement taillés mais surtout tarifés pour les jeunes. Même Yves Matagne, 2 étoiles Michelin et 18 sur 20 au Gotemio s'y est mis. La gastronomie devrait être plus accessible parce qu'au même titre que la culture, elle devrait, tout le monde devrait pouvoir avoir le droit de toucher à cette magie ou à ces émotions. Et bien manger ne devrait pas être une question de prix. Et bien manger par un auteur devrait être accessible au même type qu'un musée doit être accessible à tout le monde. Alors évidemment, on va pas faire des journées portes ouvertes en cuisine, hein, mais il est indispensable qu'on réfléchisse à pouvoir accueillir un public plus jeune. Ce qui est très compliqué, c'est que cuisiner a un coût et il faut pas avoir entre guillemets peur de le mettre, mais effectivement, il est discriminatoire pour une grande partie
du public jeune. Du coup, il y a, à mon avis, des réflexions que l'on peut faire, notamment sur le lunch en semaine. Il y a plusieurs chefs qui ont fait ça. Enfin, la première, à mon sens, étant Anne-Sophie Pic, qui a mis un menu pour les moins de 25 ans, je crois, pour leur permettre d'accéder avec un tarif qui soit un peu plus raisonnable, parce que le tarif d'entrée a besoin de l'être. Donc il faut des offres un peu plus jeunes, en tout cas une offre déjeuner généralement en semaine, abordable. Bon, mais sinon alors, c'est toujours un truc de vieux, la gastronomie ? La gastronomie a été un truc de vieux. Et je pense que la gastronomie est toujours un truc de vieux selon les établissements où on va. À mes yeux, il y a aujourd'hui différents types de restaurants. Il y a des restaurants musées dans lesquels on y va comme quand on a envie de voir la Joconde. C'est vraiment à l'ancienne, c'est les plats en sauce et un service en poulet. Et ça, c'est vraiment, à mes yeux, la gastronomie de vieux, mais dans laquelle je vais très peu, mais je rêve d'aller parce que c'est pour moi une expérience. Aujourd'hui, la cuisine et la gastronomie, elle n'est plus là que pour sustenter, elle est là aussi pour réfléchir et faire évoluer la société. Et on peut difficilement aujourd'hui parler de gastronomie et parler de cuisine sans parler de nature, de production, de culture, d'agriculture et de tout ce qui va avec. Et elle est obligée, la gastronomie doit se transformer pour pouvoir répondre à cela. Et du coup, elle doit évoluer. Et par cela, ça veut dire travailler différemment en cuisine, donc se former différemment. Et c'est très difficile à imaginer sur des cuisiniers qui ont déjà énormément de background ou de formation. Et les jeunes cuisiniers qui arrivent aujourd'hui sont avides d'apprendre plus. Et aujourd'hui, quand on rentre dans une cuisine multi-étoilé ou juste étoilé ou même un bistrot, on va plus simplement apprendre un poste, on va apprendre à couper parce qu'on va commander des animaux entiers pour pas avoir à jeter ou ne prendre qu'une pièce, on va apprendre à travailler l'ensemble d'un légume, on va apprendre la fermentation, on va apprendre à sécher, dessécher, à réfléchir comment sur le coup créer énormément de recettes et de techniques qui vont permettre de rien gâcher parce qu'on n'a littéralement plus le choix. Tant pour sauver la planète que pour le food cost, on va pas se mentir. Si certains sont pas encore convaincus par l'écologie, autant être convaincus par l'économie. Et du coup, on a besoin de ces jeunes-là, parce qu'on a besoin d'un regard neuf. Et le dessert, duo de fromage de brebis et rhum vieilli en fût de vieux chêne. Le changement, d'après Betty Marais, il viendra donc des jeunes cuisiniers, mais aussi, et on en est persuadé, des producteurs, des sommelières, des serveurs, des lieux eux-mêmes, et des clients. Parce que finalement, si c'est un truc qui nous parle, c'est aussi à nous, clients, de changer le visage de la gastronomie. Arrêter de se faire tout un monde de qui sont les chefs et de comment on devrait se comporter, de se recentrer sur la nourriture, la vraie raison pour laquelle on est tous là au fond. Parce qu'à 20 ou 80 ans, on a le droit. On a le droit de dire des conneries devant un vin, de poser des questions devant une assiette. S'il y avait un diplôme pour bien bouffer, ça se saurait, non ? La gastronomie, c'est ce qu'on en fait. Vous venez d'écouter Salatou, le podcast belge et vorace qui vous fait faire le tour de votre assiette. Si vous avez aimé ce que vous avez goûté, n'hésitez pas à noter, liker et partager cet épisode, et puis tous les autres aussi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à Salatou Podcast et racontez-nous votre tout premier souvenir gastronomique. Ce podcast est une coproduction de la RTBF et du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il était cuisiné par Axel Mille et Elisabeth Debourse. Avec nous dans la brigade, Simon Lézosson et Paul Maric au générique.